Je m'appelle Regan Arden, j'ai 38 ans, et je n'ai pas parlé à mes parents depuis 19 ans. La dernière fois que j'ai vu mon père, le docteur Jonathan Carrill, président du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Oregon, il m'a dit que je jetais par la fenêtre 4 générations de guérisseurs, tout cela pour un homme qui répare des fils électriques. Ma mère, le docteur Rebecca Carrill, chef du service de pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Portland, m'a tendu un sac poubelle pour y mettre mes affaires, et m'a dit, « Tu n'es plus notre fille. » J'avais 19 ans, j'étais enceinte de 7 mois, et l'homme qui répare les fils électriques se tenait dehors, sous la pluie de novembre, tenant une bague de fiançailles qu'il avait achetée avec 3 mois d'heures supplémentaires. Ils ignoraient que l'homme qu'ils rejetaient deviendrait le meilleur père que notre fille puisse espérer. Et ils ignoraient certainement que, 19 ans plus tard, le gros titre d'un journal les forcerait à se confronter exactement au genre de guérisseurs qu'ils étaient vraiment. Voici cette histoire. C'était Thanksgiving 2006. 12 membres de la famille étaient réunis autour de la table de mes parents, à Portland Heights, le quartier où les médecins et les avocats prouvent qu'ils ont réussi. Chaque personne à cette table avait le titre de docteur ou de maître devant son nom, sauf Tyler. Il n'était même pas censé être là. J'avais dit à mes parents que nous nous fréquentions simplement, mais j'étais enceinte de 7 mois, et cacher mon ventre sous des pulls trop grands ne fonctionnait plus depuis octobre. Ma mère l'a remarqué en premier. Elle remarquait toujours tout. Regan, a-t-elle dit, sa voix coupant la conversation du dessert, comme un scalpel coupe la peau. Lève-toi. Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. 12 paires d'yeux se sont rivés sur mon ventre. Mon père a posé sa fourchette. L'écusson de la famille Carrill était accroché au mur, juste derrière lui. Sinar et Munus. Guérir est notre devoir. Ma grand-mère avait fondé le premier cabinet médical pour femmes de l'Oregon, en 1952. Cet écusson était notre religion. Depuis combien de temps, a demandé mon père. 7 mois. Et le père? Tyler. Tyler Grayson. Il est électricien. Nous allons nous marier. Mon oncle, chirurgien cardiaque et pionnier sur la côte ouest en matière de remplacement de valves, a littéralement ri. Un électricien. Regan? S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de délire induit par le stress. Ma mère n'a pas ri. Elle a sorti une chemise cartonnée du tiroir du buffet. Tout était préparé. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. J'ai demandé à Morrison & Associates de faire une vérification de ses antécédents, a-t-elle déclaré, en faisant glisser le dossier sur la table. Il y a 3 semaines. La température de la pièce a chuté de 20 degrés. Elle a ouvert le dossier. Tyler James Grayson, 21 ans, diplôme de fin d'études secondaires, certificat professionnel du Portland Community College. Père, Walter Kenneth Grayson, licence médicale révoquée en 1993. Conseil de l'Ordre des médecins de l'Oregon. Dossier numéro 93 à 1847. Accusé d'avoir prescrit illégalement des substances contrôlées à de riches patients, en échange d'argent. A abandonné sa famille en 1995. Localisation actuelle inconnue. Elle a levé les yeux vers moi. Tu veux lier notre nom de famille au fils d'un médecin tombé en disgrâce? Un simple diplômé du lycée, qui travaille avec ses mains? J'aurais dû le défendre. J'aurais dû partir sur le champ. Au lieu de cela, j'ai dit, la mère de Tyler a cumulé 3 emplois après le départ de son père. Employé de cantine scolaire, concierge de nuit, traiteur le week-end. Tyler a commencé à travailler à 14 ans pour l'aider à subvenir à leurs besoins. Il n'a rien à voir avec Walter. Mon père s'est levé. Il mesurait un m88, avait des cheveux argentés, et une voix capable de réduire au silence les réunions du conseil d'administration de l'hôpital. Regan, tu vas interrompre cette grossesse. Je vais programmer l'intervention moi-même. En toute confidentialité. Tu prendras une année sabbatique, puis tu commenceras à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon, comme prévu. Cette erreur n'a pas à définir ta vie. Je garde le bébé. Silence. Alors, tu ne gardes pas cette famille. Ma mère m'a donné 1 heure. Il était 21h47 quand j'ai regardé mon téléphone, juste avant qu'il ne coupe mon abonnement familial. J'étais en train d'écrire un message à Tyler. 14 novembre 2006. L'automne à Portland. 5 degrés. De la pluie.
J'ai rempli 2 sacs poubelles. Des vêtements. Un album photo. Mon ordinateur portable. La lettre d'acceptation de l'OSU. Bourse complète. Études prémédicales. Encadré depuis avril. Je l'ai laissé sur mon bureau. Qu'il la décroche même. Pendant que je descendais les escaliers, ma mère était déjà en train de retirer mon portrait de terminale du mur du couloir. 12 autres photos de famille sont restées en place. Seule la mienne a été enlevée. Maman, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. J'ai détesté qu'elle se brise. S'il te plaît, je suis toujours ta fille. Elle ne m'a pas regardé. Non, tu étais ma fille. Maintenant, tu n'es plus qu'une histoire édifiante, que nous raconterons lors de nos dîners mondains. La porte d'entrée était en chêne massif importé. Mon père l'avait fait installer quand j'avais 10 ans, après avoir été nommé chef du conseil de l'ordre. Il disait que c'était digne de notre rang. Je l'ai ouverte. Le pick-up de Tyler, un Ford F-150 de 1998, blanc avec des taches de rouille, et dont la portière passager ne fermait pas bien à clé, tournait au ralenti près du trottoir. Les gaz d'échappement se mêlaient à la pluie. Il m'a vu, est sorti, a pris les sacs poubelles sans demander ce qui s'était passé, et les a mis dans la benne du pick-up. Il les a recouverts d'une bâche, pour qu'ils ne soient pas trempés. Puis, il a ouvert la portière passager. Le plafonnier était cassé, mais je pouvais voir son visage. 21 ans, apprenti électricien, gagnant 18 € de l'heure, portant le seul costume qu'il possédait, celui de l'enterrement de sa mère en 2003. J'ai déjà appelé le tribunal, a-t-il dit doucement. On peut se marier vendredi. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Pas quand la porte s'est refermée derrière moi. Mais quand Tyler a ouvert la portière du pick-up, et m'a offert un avenir. J'ai essayé une fois, juste une fois. Le 18 juillet 2006. 23h34, un mois avant la naissance d'Emma. J'étais assise dans notre appartement de 45 mètres carrés, sur la 82e avenue Sud-Est, à 650 € par mois, et j'ai écrit un email. Objet, s'il vous plaît. Maman, papa. Emma doit naître le 12 août. L'échographie montre qu'elle est en bonne santé. Tyler a été promu compagnon électricien. Nous avons trouvé un petit appartement dans les quartiers. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de rencontrer votre petite fille, juste une fois, s'il vous plaît. Regan. Je l'ai envoyé à 23h34. Je le sais, parce que j'ai fixé l'heure pendant 3 heures, en attendant une réponse. Elle est arrivée à 8h02 le lendemain matin. Le docteur et le docteur Caril m'ont demandé de vous informer qu'ils n'ont pas de petite fille. Veuillez ne plus contacter cette adresse email. Patricia Henderson, assistante de direction. Même pas de leur part. De la part de leur assistante. J'ai imprimé les 2 emails, je les ai mis dans une chemise, et je l'ai étiqueté « L'histoire d'Emma », pour le jour où elle demanderait pourquoi elle n'a pas de grands-parents. Elle l'a demandé quand elle avait 7 ans. Je lui ai répondu, certaines familles sont plus petites que d'autres, mais la nôtre a tout l'amour dont elle a besoin. Elle ne l'a plus jamais demandé. 17 novembre 2006. Tribunal du comté de Multnomah, salle 301. Vendredi après-midi. Les néons bourdonnaient comme des abeilles mourantes. Il nous fallait 2 témoins. Nous n'avions pas de témoins. Une femme âgée était assise dans le couloir, attendant que l'audience de divorce de son amie se termine. Elle s'appelait Hélène Wu, 73 ans, enseignante à la retraite. Elle a accepté de signer notre certificat de mariage. Le deuxième témoin était un avocat nommé Marcus Johnson, 31 ans, qui tuait le temps entre 2 clients. Il avait des yeux gentils. Il a dit, « Vous avez l'air de bébé vous-même, tous les deux. » Tyler a répondu, « Nous sommes assez grands pour savoir ce que nous voulons. » La juge était expéditive. Peut-être avait-elle vu trop de mariages précipités pour s'en soucier. Tyler James Grayson, prenez-vous Regan Caril pour légitime épouse? Oui, je le veux. Regan Caril, prenez-vous Tyler James Grayson pour légitime époux? Je l'ai regardé. 21 ans. Le costume de l'enterrement de sa mère. L'anneau en carbure de tungstène que nous avions commandé en ligne pour 47 €. Oui, je le veux. Nous avons signé le certificat. J'ai écrit Regan Caril Arden. J'ai gardé mon nom de jeune fille comme deuxième prénom.
Tyler l'a remarqué, mais n'a rien dit. La licence de mariage a coûté 60 €. Nous sommes sortis mariés. Pas de réception, pas de famille, pas de photos, à l'exception du Polaroid qu'Hélène Wu a insisté pour prendre avec son appareil. Elle nous l'a envoyé par la poste 3 jours plus tard, avec un petit mot, vous voudrez avoir ça un jour. Croyez-moi. Hélène. Cette photo est encadrée dans notre cuisine aujourd'hui. La main de Tyler sur mon ventre de 7 mois. Tous les deux souriants, comme si nous venions de gagner quelque chose. Emma Louise Grayson est née le 12 août 2006. 3,26 kilos. Je me souviens du poids, parce que mes parents auraient voulu le savoir. J'ai failli appeler ma mère depuis l'hôpital. Tyler m'a vu regarder fixement mon téléphone. Ne le fais pas, a-t-il dit doucement. Elle ne mérite pas ça. Il avait raison. Notre appartement faisait 45 mètres carrés, avec une seule chambre. Nous l'avons donné à Emma. Tyler et moi avons dormi sur un futon, dans le salon, pendant 2 ans. 90% des affaires d'Emma étaient d'occasion. Emmaüs, Craigslist. Facebook Marketplace n'existait pas encore, mais si ça avait été le cas, nous aurions vécu dessus. Tyler travaillait de 7h à 16h comme électricien. Puis, de 18h à 22h, il prenait des petits boulots de bricolage sur Craigslist, réparer des ventilateurs de plafond, installer des prises, refaire l'électricité de vieilles maisons pour des propriétaires qui n'avaient pas les moyens de payer un entrepreneur agréé. Je suivais des cours de codage médical en ligne, par le biais du Portland Community College, pour 800 € par trimestre. J'étudiais pendant qu'Emma faisait la sieste, je passais mes examens pendant que Tyler la gardait, et j'ai obtenu ma certification en 18 mois. Premier emploi, employé à la facturation médicale à l'OSU, 18 € de l'heure. L'ironie ne m'a pas échappé. Je codais des opérations chirurgicales dans le même hôpital où travaillaient mes parents. Bâtiments différents, départements différents. Nous ne nous sommes jamais croisés, mais je voyais parfois le nom de ma mère sur des documents. Dr Rebecca Carril, pédiatrie, sa signature sur des notes de consultation. Je codais les visites, je facturais les assurances, je m'assurais que les familles ne fassent pas faillite. C'était aussi une forme de guérison. Juste pas celle que mes parents reconnaissaient. Une nuit, Emma a eu une forte fièvre. 39,5 degrés Celsius. Elle avait 11 mois. J'ai attrapé mon téléphone. Le numéro de ma mère était toujours enregistré. Dr Rebecca Carril, chef de la pédiatrie. Elle saurait quoi faire. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel. Tyler m'a vu, n'a rien dit, a juste pris doucement le téléphone de ma main et a dit « On va l'emmener aux urgences. On va trouver une solution. » La facture s'élevait à 1 200 €. Nous avons mis en place un plan de paiement, 50 € par mois pendant 2 ans. Nous avons trouvé une solution. 15 mars 2008. Le marché immobilier venait de s'effondrer. Des saisies partout. Les banques étaient désespérées de vendre. Nous avons trouvé une maison. Dans le sud-est de Portland, au 4521 S. Hawthorne Boulevard. 3 chambres, construites en 1952. Le système électrique était un désastre. Des câblages anciens sur isolateurs, de l'aluminium, des réparations d'amateurs qui auraient dû faire brûler l'endroit depuis des années. L'agent immobilier a dit que la plupart des acheteurs étaient effrayés par l'ampleur des travaux. Tyler a fait le tour avec un testeur de tension et une lampe de poche, vérifiant chaque prise, chaque interrupteur, chaque boîte de dérivation. L'électricité est un vrai bordel, m'a-t-il dit dans la cuisine. Mais je peux réparer ça. Combien de temps? 3 mois, les soirs et les week-ends. On a les moyens. Il a sorti le rapport d'inspection, surligné les problèmes, et m'a montré les comparaisons du marché. Avec le crack, cet endroit est à 165 000 €. On a 8 000 € de côté. C'est suffisant pour l'apport. L'hypothèque sera d'environ 950 € par mois, moins que notre loyer, une fois que j'aurai fini les réparations et qu'on l'aura fait réévaluer. Je l'ai regardé. Tu as déjà fait les calculs. Je fais toujours les calculs. Nous l'avons acheté. Tyler a refait l'électricité de toute la maison en 11 semaines. Chaque soir après le travail, chaque week-end, Emma, alors âgée de 18 mois, s'asseyait dans son parc, regardant son père tirer des câbles à travers les murs. Sa première phrase complète n'a pas été « Je t'aime ». C'était « Papa, répare lumière ».
C'était tout comme. Nous avons peint la chambre d'Emma en jaune, sa couleur préférée. Tyler a installé un ventilateur de plafond avec une lumière en forme d'étoile, qui projetait des constellations sur ses murs la nuit. Le jour de notre emménagement, Tyler refaisait l'électricité de la cuisine. Il a retiré le cache d'une vieille prise, et un morceau de journal en est tombé, fourré dans le mur en guise d'isolation, ce qui est courant dans les vieilles maisons. Il l'a déplié. Le Oregonian. 17 mars 1993. Un médecin perd sa licence dans un scandale de prescription. Le Conseil de l'Ordre des médecins de l'Oregon révoque les titres du docteur Walter Grayson, après une enquête sur la distribution illégale de substances contrôlées. Le nom de son père, en première page, section locale. J'étais dans le salon, en train de défaire les cartons. J'ai entendu Tyler sortir, et j'ai senti une odeur de fumée quelques minutes plus tard. Quand je suis sorti, il se tenait près du baril que nous utilisions pour brûler les débris de construction. Le journal était en cendres. J'ai trouvé de vieux déchets dans les murs, s'est-il contenté de dire. Je n'ai pas insisté. Emma a commencé l'école maternelle à l'école primaire Bride-le-Mille, à l'automne 2011. Le premier jour d'école, Tyler s'est pointé avec son camion de travail, et a refait le panneau électrique principal de l'école. Travail bénévole, sans frais. Le directeur a essayé de le payer. Il a refusé. Ma fille va à l'école ici, a-t-il dit. Je veux que ce soit sûr. Classe de CM2. Fête de la science 2015. Le projet d'Emma, comment l'électricité fonctionne, de la centrale électrique à l'ampoule. Tyler l'a aidé à construire un circuit miniature avec des LED et une pile 9 volts. Elle a remporté le premier prix. Le juge lui a demandé, « Tes parents t'ont aidé ?» Emma a répondu, « Mon père est électricien. Il m'a tout appris. » Le juge a souri. « Que font tes parents ? » Mon père répare l'électricité. Ma mère répare les factures d'hôpital, pour que les gens ne fassent pas faillite. Ils aident tous les deux les gens. Nous avons eu le ruban bleu, nous l'avons encadré. Il est toujours sur son mur. Collège, 2018. Emma est rentrée à la maison un jour, silencieuse. Elle n'a pas voulu parler pendant le dîner. Finalement, après que Tyler soit allé chercher le courrier, elle a dit, « Maman, pourquoi je n'ai pas de grands-parents ? Je m'étais préparée à cette question depuis 12 ans. Certaines familles sont plus petites que d'autres, ai-je dit prudemment. Mes parents et moi. Nous avons été en désaccord sur quelque chose d'important il y a longtemps. Ils ont fait un choix. Moi aussi. Et maintenant, nous ne nous parlons plus. Sur quoi étiez-vous en désaccord ? Ils pensaient que ton père n'était pas assez bien. Moi, je pensais qu'il était parfait. Elle a réfléchi à ça. Est-ce qu'ils avaient raison ? Qu'en penses-tu ? Elle a regardé la cuisine. Tyler venait d'installer un éclairage sous les placards cette semaine-là. Des bandes LED qu'il avait obtenues à prix coûtant, grâce à un ami fournisseur. Toute la pièce dégageait une lueur chaleureuse. Je pense qu'ils avaient tort, a dit Emma. Moi aussi. Elle n'a plus jamais posé de questions sur eux. Lycée. Lincoln High, Portland. Emma a obtenu son diplôme en juin 2024. Moyenne de 4.0, non pondérée. SAT, 1520. Pas parfait, mais excellent. Acceptations universitaires, Oregon State, bourse complète, Portland State, University of Oregon. Elle a choisi Oregon State, en pré-médecine. Pourquoi pré-médecine, lui ai-je demandé. Tu sais, tu n'as rien à prouver, n'est-ce pas ? Tu n'es pas obligé de devenir médecin juste pour. Maman, m'a-t-elle interrompu. Je veux être médecin, parce que papa et toi m'avez montré qu'aider les gens n'est pas une question de prestige. C'est une question de présence. Tu codes des chirurgies. Papa refait l'électricité des maisons. Moi, je veux guérir les gens. C'est tout. Elle a fait une pause. Et peut-être. Peut-être que je veux prouver qu'on peut devenir médecin sans avoir une dynastie médicale derrière soi. Que c'est ce qu'on fait qui compte, pas à qui on est apparenté. Tyler, appuyé dans l'encadrement de la porte, a dit, « Tu as déjà une longueur d'avance sur la plupart des étudiants en médecine, ma grande. Tu sais à quoi ressemble le vrai travail. J'ai passé 15 ans dans l'administration médicale. Je ne suis jamais devenu médecin. Mais j'ai travaillé dans le système. 2008 à 2012.
Employé à la facturation médicale. OSU. 18 € de l'heure. Le même hôpital où travaillaient mes parents. Bâtiment différent. J'ai vu ma mère une fois, à l'autre bout de la cafétéria. Elle ne m'a pas vu, ou a fait semblant. 2012 à 2016. Superviseur du codage médical. Providence Portland. 32 € de l'heure. Je gérais une équipe de 8 personnes. Nous codions tout, les visites aux urgences, les chirurgies, les transplantations. Je suis devenu doué pour ça. Vraiment doué. 2016 à 2020. Coordinatrice des opérations hospitalières. Legacy Emmanuel. 55 000 € par an. Salaire fixe, pas un taux horaire. Des avantages, des cotisations de retraite. 2020 à 2024. Directrice du cycle de revenus. Hôpital de Salem. 78 000 € par an. Je nous ai éloignés de l'orbite immédiate de Portland. Salem était à 70 km au sud. Assez loin pour que je ne tombe pas accidentellement sur mes parents au supermarché. J'ai obtenu mes certifications. CPC, codeur professionnel certifié, CHA, associé certifié en accès aux soins. Je les ai encadrés, je les ai accrochés dans mon bureau. Tyler avait l'habitude de plaisanter, tu as plus de lettres après ton nom que certains de ces docteurs avec qui tu travailles. Pas celles qui comptent, je répondais. Celles qui comptent sont sur les chèques de paie, répliquait-il. Tu empêches les gens de faire faillite. C'est ça, guérir. Septembre 2019. L'Oregonian a publié un article de profil. Le docteur Rebecca Carril, honoré pour 30 ans de service en pédiatrie. Il y avait une photo. Ma mère, à 60 ans, acceptant une récompense de l'Association médicale de l'Oregon, souriante, entourée de collègues. L'article mentionnait son dévouement aux soins centrés sur la famille. Je l'ai lu dans mon bureau, sur une copie imprimée que quelqu'un avait laissée dans la salle de pause. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. J'ai tenu 3 paragraphes, avant de devoir m'arrêter. Tyler m'a trouvé dans la salle de bain de la maison, ce soir-là. J'avais froissé l'article dans ma main. Il n'a posé aucune question, il m'a juste serré dans ses bras, m'a laissé pleurer, et a jeté l'article quand j'ai eu terminé. Nous n'en avons jamais parlé. Tyler a rempli la paperasse. Grayson Electric LLC, Oregon, licence CCB numéro 237 891. Ça a commencé petit, juste Tyler. Puis, il a embauché un apprenti, un gamin nommé Danny, 19 ans. Il me rappelait Tyler à cet âge. Puis un autre, puis un troisième. En 2024, Grayson Electric, c'était Tyler plus 3 apprentis. 2 fourgonnettes blanches Ford Transit, avec Grayson Electric en lettres bleues. Un bureau dans notre chambre d'amis. Un chiffre d'affaires d'environ 180 000 € par an. Ce n'était pas le classement Fortune 500, mais c'était stable, honnête. La spécialité de Tyler, la rénovation électrique résidentielle, l'installation de panneaux solaires. Le genre de travail qui assure la sécurité des familles. Sa philosophie, bien faire les choses, pas les faire vite. Traiter chaque maison comme si c'était la sienne. Son premier gros chantier, refaire l'électricité d'une maison historique dans le quartier de l'Hadès Addition. Construite en 1909. Une magnifique maison de style Craftsman. Le câblage ancien d'origine, sur isolateur. Les propriétaires, des enseignants à la retraite, avaient reçu un devis de 65 000 € d'un autre entrepreneur. Tyler a fait un devis à 45 000 €. Ils ont failli ne pas le croire. Vous laissez 20 000 € sur la table, a dit le mari. Tyler a haussé les épaules. Je vous laisse avec un système électrique sûr, et de l'argent pour les études de vos petits-enfants. Ça vaut plus que ça. Ils l'ont engagé. Ça a pris 6 semaines. Quand il a terminé, ils ont pleuré. Ils ont dit qu'il avait sauvé leur maison. Le bouche-à-oreille a fait son effet. La réputation de Grayson Electric, un travail honnête, juste, excellent. Tyler n'a jamais fait de publicité. Il n'en a jamais eu besoin. Portland est une petite ville, quand on fait du bon travail. Été 2023. Emma a travaillé pour son père. Assistante, 15 € de l'heure. Elle a appris les bases de l'électricité, comment dénuder un fil, lire un schéma de circuit, tester la tension.
Tyler lui a enseigné de la même manière qu'il enseignait à ses apprentis. Patiemment, avec soin, dans le respect du danger. L'électricité se moque de tes intentions, lui a-t-il dit. Elle ne se soucie que du chemin que tu lui donnes. La médecine, c'est pareil. Tu peux vouloir guérir quelqu'un, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas lui faire du mal. Le savoir protège les gens. Emma, tirant un câble dans une gaine, c'est pour ça que tu n'es jamais retourné à l'école? Parce que tu avais déjà le savoir? En partie. Et en partie parce que je vous avais, toi et ta mère. L'école aurait signifié moins de temps avec vous. Je ne voulais pas de moins de temps. Tu le regrettes? Pas même un peu. 3 septembre 2025, mercredi matin, 9h42. J'étais au travail, au bureau du cycle des revenus de l'hôpital de Salem. Tyler était à la maison, en train de préparer une soumission pour un chantier. FedEx a frappé à la porte. Tyler a signé pour une épaisse enveloppe. Envoi international. Adresse de l'expéditeur, Ashworth & Klein, avocats internationaux, Sydney, Australie. Il m'a appelé. Chérie, on a reçu un truc bizarre. Bizarre comment? Des avocats en Australie. L'enveloppe pèse presque 1 kilo. Ouvre-la. Il l'a fait. J'ai entendu le froissement du papier. Un long silence. Tyler? Sa voix était plate, distante. C'est de mon père. J'ai conduit jusqu'à la maison. 45 minutes, de Salem à Portland. J'ai dépassé toutes les limites de vitesse. Tyler était assis à la table de la cuisine. La lettre était étalée devant lui. Il l'avait lue 3 fois, a-t-il dit. Il n'arrivait pas à lui donner un sens. Je l'ai prise. Ashworth & Klein, droit international, Sydney, Melbourne, Perth. 3 septembre 2025. Monsieur Tyler James Grayson, 4521 S. Hawthorne Boulevard, Portland, Or 97 215. Objet, succession de Walter Kenneth Grayson, notification d'héritage. Cher Monsieur Grayson, notre cabinet représente votre père, Walter Kenneth Grayson, date de naissance, 17 mars 1959, résidant actuellement à Perth, en Australie-Occidentale. Nous vous écrivons pour vous informer que vous avez été désigné comme unique bénéficiaire de la succession de Monsieur Grayson, évalué à environ 15,3 millions d'euros australiens, 10,2 millions d'euros américains. Votre père souhaite vous rencontrer avant son décès. Vous trouverez ci-joint les documents médicaux concernant son état de santé actuel, ainsi qu'une question d'une certaine urgence requérant votre attention. Nous comprenons que cette notification puisse être un choc. Monsieur Grayson nous a donné pour instruction de préciser que cet héritage est irrévocable et inconditionnel. Cependant, il vous demande respectueusement l'opportunité de s'entretenir avec vous, concernant une situation médicale urgente. Veuillez contacter notre cabinet dans les plus brefs délais. Cordialement, Jonathan Ashworth, associé principal. J'ai regardé Tyler. 10 millions d'euros. Continue de lire, a-t-il dit doucement. J'ai feuilleté les pièces jointes. Résumé de la succession, projet de testament, offre de test ADN. Il avait même pensé à ça. Prouver la paternité après 30 ans. Ensuite, les dossiers médicaux. Mes mains se sont arrêtées. J'ai passé 15 ans à coder des dossiers médicaux. Je peux lire un dossier plus vite que la plupart des médecins. Patient, Walter Kenneth Grayson, date de naissance, 17 mars 1959, âge, 66 ans. Diagnostic, insuffisance rénale terminale, IRT, stade 5, maladie rénale chronique. Traitement actuel, hémodialyse 3 fois par semaine. DFG, 8 ml minute 1,73 m², normal 90. Pronostic sans transplantation, 6 à 18 mois. Liste d'attente pour transplantation en Australie, 4 à 7 ans. Priorité faible en raison de l'âge. J'ai levé les yeux. Il est en train de mourir. Le visage de Tyler était de marbre. Il est parti quand j'avais 10 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. 30 ans. Et maintenant il veut parler, parce qu'il se meurt. Il y a autre chose. J'ai continué à feuilleter. J'ai trouvé la note du coordinateur de transplantation. Recherche urgente de donneurs vivants initiée en juin 2025. Priorité de compatibilité familiale.
Le patient a un fils biologique, Tyler Grayson, 40 ans, Oregon, USA. Investigation de la famille élargie pour des donneurs potentiels. J'ai eu froid. Tyler, il ne cherche pas seulement après toi. Il cherche un rein. La section suivante était le rapport d'un détective privé. Gibson & Associates, Perth. Daté de juillet à août 2025. Il nous avait surveillés. Résumé de surveillance du sujet. Cible, Tyler James Grayson et sa famille. Durée, 15 juillet au 30 août 2025. Composition de la famille, Tyler James Grayson, 40 ans, maître électricien, propriétaire de Grayson Electric, LLC. Regan Caril Arden, 38 ans, directrice du cycle de revenus, hôpital de Salem. Emma Louise Grayson, 19 ans, Université de l'Oregon State, première année de pré-médecine. Conclusion, les sujets résident au 4521 SE Hawthorne, Portland, Oregon. Propriétaire, solde de l'hypothèque, 127 000 €. Revenu combiné du foyer, environ 165 000 € par an. Aucun casier judiciaire. Code de crédit, 720+. Emma Grayson. Groupe sanguin, O positif. Date de naissance, 12 août 2006. Des liens familiaux fort observés. Aucun contact avec les grands-parents maternels, famille Caril, depuis 2006. Dossiers médicaux obtenus par ordonnance d'un tribunal australien pour compatibilité de transplantation, Emma Grayson, groupe sanguin O+, aucun antécédent médical significatif, excellente santé. Recommandation, approche via représentation légale. Un contact direct risque d'être rejeté, compte tenu de l'historique de rupture. Il y avait des photos. Emma, sur le campus de l'Oregon State. Le 15 août 2025. Premier jour de cours. Elle portait son sac à dos, souriait, et parlait à un autre étudiant. Tyler, sur un chantier. Le 22 juillet. Installant un panneau solaire. Moi, sortant de l'hôpital de Salem. Le 18 juillet. Un gobelet de café à la main. Il nous suivait depuis 6 semaines. Les mains de Tyler tremblaient, quand il a vu la photo d'Emma. Il a fait espionner notre fille. Sa voix n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus froid. Protecteur. Nous devons parler à Emma, ai-je dit. 10 septembre. Email de suivi d'Ashworth & Klein. Monsieur Grayson, nous comprenons que cela puisse être accablant. Monsieur Walter Grayson ne s'attend pas à être pardonné. Cependant, il souhaite, 1. Vous rencontrer, vous et votre famille, tous frais payés. Perth ou Portland, à votre convenance. 2. Établir le trust de l'héritage, 10,2 millions €, transféré immédiatement après son décès, indépendamment de toute autre décision. 3. Discuter d'une question médicale urgente. Il a besoin d'une greffe de rein. Le typage HLA initial suggère que vous et ou votre fille Emma pourriez être des donneurs compatibles. Il demande seulement la chance de s'expliquer et de demander de l'aide. La situation est urgente. Veuillez répondre sous 14 jours. Respectueusement, Jonathan Ashworth. Tyler l'a lu 2 fois. Puis il m'a regardé. Il veut le rein d'Emma. J'ai choisi mes mots avec soin. Il veut la rencontrer. Le rein est. La voix de Tyler était plate. Certaine. S'il meurt, nous touchons l'argent de toute façon. Le trust est irrévocable. Il n'a pas besoin de notre coopération pour ça. Alors, pourquoi demande-t-il à nous rencontrer? Pourquoi maintenant? Parce qu'il a d'abord besoin de quelque chose de notre part. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Que allons-nous dire à Emma, ai-je demandé. Tyler a fixé l'email pendant un long moment. Puis il a dit, la vérité. Toute la vérité. Et ensuite, nous la laisserons décider pour son propre corps. Parce que c'est ce que font les parents. Ils protègent les choix de leurs enfants, ils ne prennent pas les choix à leur place. 12 septembre. Tyler a envoyé une réponse d'une seule phrase. Je dois d'abord parler à ma fille, elle a 19 ans, elle décide pour son propre corps. Les avocats ont répondu dans l'heure. Compris. Nous respectons cela totalement. Veuillez nous faire savoir comment vous souhaitez procéder. Nous avions une semaine pour réfléchir à ce que nous allions dire.
13 septembre 2025, 20h30. La table de la cuisine. La même table où nous dînions en famille depuis 17 ans. Emma était rentrée de l'Oregon State pour le week-end. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Nous lui avions demandé de rentrer en milieu de semaine. Inhabituel. Tyler avait tout imprimé, la lettre de l'avocat, les dossiers médicaux, le rapport du détective privé. Il avait tout étalé, comme des pièces à conviction. Emma, a-t-il commencé. Tu dois savoir quelque chose sur mon père. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui, parce qu'il n'y avait rien de bon à en dire. Le visage d'Emma était calme, analytique. Je sais qu'il t'a abandonné quand tu étais enfant. Maman me l'a dit quand j'avais 14 ans. Je lui ai donné les bases, ai-je dit. Il a abandonné sa famille. Il n'a pas gardé le contact. Tyler ne parle pas de lui. Tyler a hoché la tête. Il est en train de mourir. Une insuffisance rénale. Et il est riche. Il a bâti une sorte d'entreprise pharmaceutique en Australie. Il veut nous rencontrer. Emma a attendu. Elle savait qu'il y avait autre chose. Et, ai-je dit doucement, il a besoin d'une greffe de rein. Il est sous dialyse depuis juin. La liste d'attente australienne est de 4 à 7 ans. À son âge, il ne survivra pas aussi longtemps. Le regard d'Emma s'est aiguisé. Son cerveau d'étudiante en médecine s'est activé. Donc, il cherche un donneur vivant, avec une compatibilité familiale. Oui. Et vous pensez que je pourrais être compatible? Tyler lui a tendu le rapport du détective. Il a engagé des enquêteurs. Ils ont obtenu ton groupe sanguin et tes antécédents médicaux sans demander. Emma a lu le résumé de la surveillance. Sa mâchoire s'est crispée quand elle a vu les photos. Il nous a suivis pendant 6 semaines, ai-je dit, avant de nous contacter. Elle a reposé les papiers. Sa voix était mesurée. Clinique. Quel est son typage HLA? Tyler a cligné des yeux. Son quoi? Les antigènes des leucocytes humains. Pour la compatibilité des transplantations, il faut un groupe sanguin compatible, plus des antigènes tissulaires compatibles. Est-ce que son avocat a envoyé cette information? J'ai trouvé le dossier médical, et je le lui ai tendu. Emma l'a lu, comme un médecin qui examine un dossier. 90 secondes de silence. Il est O positif. Je suis O positif. C'est compatible. Mais le groupe sanguin seul ne suffit pas. Nous aurions besoin d'un typage HLA pour savoir si je suis réellement compatible. Elle a levé les yeux vers nous. Vous voulez savoir ce que je pense? Toujours, ai-je répondu. Je pense, a dit Emma lentement, que je veux me faire tester. Pas parce que je vais donner, mais parce que je veux savoir si je le peux. L'information, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Et si je dois prendre une décision, je veux qu'elle soit basée sur des faits, pas sur des suppositions. La voix de Tyler était prudente. Et si tu es compatible? Alors je déciderai. Mais j'ai d'abord besoin des données. C'était ma fille. 19 ans, et pensant déjà comme une scientifique. J'étais terrifié et fier à la fois. 15 septembre. Hôpital de l'Oregon Health et Science University, OSU, Centre de santé et de guérison, 10e étage, clinique d'évaluation des transplantations. Emma avait insisté pour aller seule au premier rendez-vous. Je suis une adulte. Je peux gérer une prise de sang. Mais j'y suis allé quand même, je me suis assise dans la salle d'attente. Tyler a pris sa matinée et s'est assis à côté de moi. La coordinatrice des transplantations était une femme nommée Jennifer Walsh. Infirmière diplômée, peut-être 45 ans. Des yeux gentils, une attitude efficace. Elle a appelé Emma. 20 minutes plus tard, Emma est ressortie, un pansement dans le creux du coude. Phase 1 terminée, a dit Emma. Confirmation du groupe sanguin. Bilan métabolique de base. Test de grossesse. Test de grossesse? La voix de Tyler est montée d'un demi-octave. Emma a levé les yeux au ciel. Obligatoire pour toutes les donneuses. Papa, détends-toi, c'est négatif. Jennifer Walsh est apparue avec un presse-papier. Emma, nous aurons les résultats préliminaires dans quelques jours. Si vos analyses de sang sont bonnes, nous passerons au typage HLA. Ça prend environ une semaine, puis les tests de compatibilité croisés.
Le processus complet d'évaluation prend généralement 2 à 4 mois. Mais étant donné l'urgence de l'état de Monsieur Grayson, nous pouvons accélérer. Accélérer comment, ai-je demandé. 6 à 8 semaines pour l'autorisation complète. Nous avons encore besoin d'une évaluation psychologique, de réunions avec un défenseur indépendant des donneurs, et de l'examen du comité d'éthique. Emma a hoché la tête, comme si c'était un mardi normal. Quand saurai-je si je suis une donneuse compatible? Les résultats HLA devraient être de retour d'ici le 25 septembre. Nous vous appellerons. 25 septembre, 15h17. J'étais en réunion de budget quand mon téléphone a vibré. Emma. Les résultats HLA sont tombés. Je suis compatible à 5 antigènes sur 6. La coordinatrice dit que c'est excellent pour un don grand-parent en petit enfant. Je me suis excusé et j'ai quitté la réunion. Je l'ai appelé immédiatement. 5 sur 6, ai-je demandé. HLA, 2 sur 2. HLA-B, 2 sur 2. HLA-DR, 1 sur 2. Au total, 5 antigènes sur 6 correspondent. C'est vraiment bien, maman. Statistiquement, c'est mieux que la plupart des donneurs non apparentés. Sa voix était assurée, factuelle. Mais je pouvais entendre quelque chose en dessous. De l'incertitude. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Longue pause. Je ne sais pas encore. Est-ce que toi et papa pouvaient venir ce week-end? J'ai besoin de discuter de certaines choses. Bien sûr. 28 septembre. Chambre d'étudiants d'Emma, Oregon State, Corvallis. À 145 km au sud de Portland. Emma avait imprimé des articles de revue médicale, étalés sur son bureau comme si elle préparait un examen. D'accord, a-t-elle dit. J'ai besoin de comprendre tout ça complètement. Alors, j'ai fait des recherches. Tyler et moi nous sommes assis sur son lit. Emma se tenait debout. Mode professeur activé. Le don de rein de son vivant est une intervention chirurgicale majeure. Néphrectomie par laparoscopie. Il retire un rein par une incision de 7 à 10 cm. Séjour à l'hôpital, 2 à 3 jours. Rétablissement complet, 4 à 6 semaines. Elle a pointé du doigt un document imprimé. Les risques pour moi, une chance sur 3000 de décès pendant l'opération. Faible, mais réel. Le risque à long terme de maladie rénale augmente légèrement. Pas énormément, mais il est là. Si j'ai moi-même besoin d'une greffe un jour, je serai moins prioritaire, parce que je n'ai qu'un seul rein. Le visage de Tyler avait pâli. 1 sur 3000. C'est le même risque qu'une césarienne, a dit Emma. Faible, mais pas nul. Elle a poursuivi. Pour une grossesse, si jamais j'ai des enfants, n'avoir qu'un seul rein signifie un risque plus élevé de prééclampsie, d'hypertension gestationnelle. C'est gérable, mais c'est quelque chose à surveiller. Et pour Walter, ai-je demandé. Le taux de survie à 5 ans, avec une compatibilité de 5/6 venant d'un donneur vivant, est de 85 à 90%. C'est vraiment bien. Bien mieux qu'un donneur décédé ou que de rester sous dialyse. Elle s'est assise. Donc, voici où je bloque. Médicalement, je peux le faire. Les risques pour moi sont faibles. Les avantages pour lui sont immenses. Mais, l'a encouragé Tyler doucement. Mais c'est un étranger. Je ne le connais pas. Il t'a fait du mal. Et il y a 10 millions d'euros attachés à ça, ce qui me fait me demander si je suis en train d'être. Elle cherchait le mot. Sous l'emprise d'une coercition, ai-je terminé? Ouais. Tyler s'est penché en avant. Et aime. L'argent est à toi, de toute façon. Le trust est irrévocable. Même si tu dis non, quand Walter mourra, l'argent me reviendra, ce qui veut dire qu'il reviendra à notre famille. Tu n'es pas en train de choisir entre l'aider et être payé. Tu choisis entre l'aider et te protéger. Emma l'a regardé. Et toi, que choisirais-tu? Je ne sais pas, a répondu honnêtement Tyler. Il m'a abandonné quand j'avais 10 ans. Il n'a pas appelé, il n'a pas écrit, 30 ans de vide, et maintenant il débarque, mourant et riche, en ayant besoin de quelque chose. Une partie de moi a envie de lui dire d'aller au diable. Et l'autre partie, a demandé Emma. L'autre partie se souvient d'avoir 10 ans, et de se demander si j'avais fait quelque chose de mal,
si peut-être je n'étais pas assez bien. Et je me demande si le rencontrer répondrait à cette question, ou ne ferait qu'aggraver les choses. Silence. Emma s'est tournée vers moi. Maman, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'ai pris une grande inspiration. Je pense que tu devrais faire ce qui te permettra de dormir la nuit. Si tu donnes, tu te demanderas si tu l'as fait pour les bonnes raisons. Si tu ne donnes pas, tu te demanderas si tu aurais dû. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de réponse parfaite. Alors? Tu choisis la réponse avec laquelle tu peux vivre. 1er octobre. Email du docteur Patricia Morrison, de l'OSU, présidente du comité d'éthique. Chère Emma, votre évaluation de transplantation a été signalée pour examen par le comité d'éthique, en raison de la complexité de votre cas. 1. Vous n'avez aucune relation préalable avec le receveur, grand-père dont vous êtes séparés. 2. L'héritage financier, 10,2 millions d'euros, crée une coercition potentielle. Préoccupation 3. Vous êtes étudiante en pré-médecine, ce qui peut créer une pression pour sauver des vies. 4. La dynamique familiale est complexe. Le receveur a abandonné votre père il y a 30 ans. 5. Votre âge, 19 ans, fait de vous une adulte sur le plan légal, mais jeune pour une décision médicale permanente. Un défenseur indépendant des donneurs vous a été assigné, Robert Chen, travailleur social. Évaluation psychologique prévue le 8 octobre. Audition du comité d'éthique prévue le 15 octobre, à 14 h. Période de réflexion de 2 semaines après l'audition, avant le consentement final. Vous devez assister à l'audition. Votre famille peut être présente si vous le souhaitez. Sincèrement, Dr Patricia Morrison, directrice de l'éthique, OSU. Emma a transféré l'email dans notre groupe de discussion familiale. Emma, donc, apparemment, mon corps est maintenant la décision d'un comité. Tyler, tu veux qu'on soit là? Emma, ouais. Je risque d'avoir besoin de renfort. Moi, on y sera. 8 octobre 2025. Mercredi matin. Je me suis réveillé avec 17 appels en absence. Le téléphone de Tyler en avait 12. Celui d'Emma en avait 47. J'ai ouvert mes emails. Objet d'un message du département des relations publiques de mon hôpital, demande des médias concernant votre famille. Veuillez appeler le plus vite possible. J'ai d'abord appelé Emma. Elle a décroché dès la première sonnerie. Maman, on est à la une de l'Oregonian. Quoi? À la une, en haut de la page. Il y a une photo de l'OSU et tout. J'ai ouvert le site web de l'Oregonian sur mon téléphone. C'était là. La fortune secrète d'un médecin tombé en disgrâce, un magnate de l'industrie pharmaceutique australienne sollicite sa petite-fille de l'Oregon pour une transplantation vitale. Par Michael Torres, journaliste d'investigation. Portland, une affaire d'éthique médicale en cours à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon, OSU, a relancé les débats sur le don d'organes du vivant, les obligations familiales, et le rôle de l'argent dans les décisions médicales. Walter Grayson, 66 ans, un ancien médecin de l'Oregon dont la licence a été révoquée en 1993 pour prescription illégale de substances contrôlées, a bâti un empire de conseils pharmaceutiques en Australie, estimé à 10 millions d'euros. Aujourd'hui mourant d'insuffisance rénale, Grayson demande l'aide de la famille qu'il a abandonnée il y a 3 décennies. Plus précisément, de sa petite-fille de 19 ans, Emma Grayson, étudiante de première année en pré-médecine à l'Oregon State University. Emma, qui n'a jamais rencontré son grand-père, serait une excellente candidate pour la greffe. Mais l'affaire est complexe. Grayson a désigné son fils Tyler, avec qui il a rompu tout contact, comme unique héritier de sa fortune, amenant les experts en éthique à se demander si l'héritage constitue une forme de coercition. L'article se poursuivait sur 1200 mots. Des citations d'experts en éthique médicale de NYU et Stanford. Les détails de l'enfance de Tyler, les réussites scolaires d'Emma, un encadré sur les risques pour les donneurs vivants. Et puis, enfoui dans le paragraphe 8, ajoutant une autre dimension à l'affaire, les grands-parents maternels d'Emma, les docteurs Jonathan et Rebecca Carrill, d'éminents médecins de Portland, ont renié leur fille il y a 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte d'Emma. Ils n'ont pas pu être joints pour un commentaire. Mon téléphone a sonné. C'était Tyler. Tu l'as vu, a-t-il demandé. Je le lis en ce moment. Comment diable est-ce sorti? J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la signature. Michael Torres, journaliste d'investigation chevronné,
finaliste du prix Pulitzer en 2019. La paperasse de l'assurance, ai-je dit, pensant à voix haute. L'assurance maladie étudiante d'Emma à l'Oregon State. Les formulaires d'évaluation pour la greffe devaient inclure les antécédents médicaux familiaux. Quelqu'un dans la chaîne de traitement des assurances a dû faire fuiter ça. Pour combien? Quelle importance? Tyler est resté silencieux. Puis, Emma se fait harceler. Son compte Instagram a explosé cette nuit. 15 000 demandes d'abonnés. Sa colocataire a dit que quelqu'un d'une chaîne de télé locale s'est pointé à leur dortoir. Où est-elle maintenant? En train de conduire pour rentrer à la maison. Elle sèche les cours aujourd'hui. Je lui ai dit de venir ici. De verrouiller les portes. D'éteindre son téléphone. Je quitte le travail maintenant. J'ai passé des appels. La conformité de l'hôpital, la défense des patients de l'OSU, les services aux étudiants de l'Oregon State. J'ai reconstitué ce qui s'était passé. Le 28 septembre, Emma avait rempli un formulaire de vérification d'assurance pour l'évaluation de la greffe à l'OSU. Un formulaire standard. Il incluait une question, antécédents médicaux familiaux, a-t-il des membres de la famille immédiate souffrant de problèmes médicaux graves actuels? Emma avait écrit, grand-père paternel, insuffisance rénale au stade terminal, actuellement sous dialyse, Australie. Le formulaire était allé à Pacific Source Insurance, le régime de santé étudiant de l'Oregon State. Il traite des milliers de formulaires par mois. La plupart sont traités par des travailleurs contractuels, pas des employés. L'un de ces travailleurs, nous n'avons jamais su son nom, a vu le formulaire, a cherché au Walter Grayson Australie Rhin sur Google, a trouvé des articles économiques sur sa fortune dans le conseil pharmaceutique, et a vendu l'information à un journaliste pour 500 €. Techniquement, ce n'était pas une violation de la loi HIPAA. Le formulaire d'Emma n'était pas le dossier médical de Walter, juste une mention de son état. Une zone grise. Légalement, tout juste. Mais légal ne veut pas dire juste. À midi, l'article comptait 2,3 millions de vues en ligne. Le subreddit Portland a explosé. Le commentaire principal, avec 18 000 votes positifs, si mon grand-père riche avait abandonné mon père, je ne lui donnerais même pas un mouchoir, encore moins un rein. Réponse, 12 000 votes, mais il est en train de mourir. Elle a 2 reins. Elle est en médecine. Sauver des vies, ce n'est pas ce que font les docteurs? Réponse à la réponse, 15 000 votes, elle a 19 ans et il y a 10 millions en jeu. C'est de la coercition. Point barre. Twitter était pire. Un expert en éthique médicale suivi par 400 000 abonnés a publié un fil de discussion, le don d'organes du vivant exige un altruisme pur. L'incitation financière équivaut à la marchandisation des organes. Cela viole la loi nationale sur la transplantation d'organes. Le comité d'éthique devrait refuser cela immédiatement. Un influenceur chrétien aux 2 millions d'abonnés, honore ton père et ton grand-père. Le pardon est divin. Cette jeune femme a le pouvoir de sauver une vie. Priez pour qu'elle choisisse la miséricorde. Un compte féministe aux 800 000 abonnés, le corps d'une femme de 19 ans n'est pas une propriété publique. Ni son utérus. Ni ses reins. C'est le sien. Un point c'est tout. La promotion de pré-médecine d'Emma, à l'Oregon State, était divisée. Certains pensaient qu'elle devrait faire ce don. L'engagement envers la guérison. Le serment d'Hippocrate commence maintenant. D'autres pensaient que c'était de l'exploitation. Elle ne lui doit rien. L'obligation familiale est patriarcale. Son conseiller d'orientation l'a appelée, Emma, as-tu besoin de prendre un congé? Ce niveau d'attention. C'est beaucoup. Emma, d'après Tyler, a répondu, je veux juste étudier en paix. Est-ce trop demandé? Apparemment, oui. 9 octobre 2025. 18h15 j'étais à la maison. Tyler préparait le dîner. Emma était dans son ancienne chambre, la porte fermée, essayant d'ignorer le monde. On a sonné à la porte. J'ai ouvert. Ma mère se tenait sous le porche, tenant un exemplaire de l'Oregonian. La pluie dégoulinant de son parapluie. Elle avait l'air vieille, elle avait 62 ans, mais elle en paraissait 70. Des cheveux gris, des mains tremblantes, des vêtements coûteux, qui ne cachaient pas tout à fait à quel point elle avait maigri. Regan, a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai vu l'article. Je n'ai pas bougé.
Je n'ai pas parlé. Est-ce que je peux entrer? Non. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler d'Emma. Tu n'as pas de petite fille, ai-je dit platement. Ton assistante me l'a dit en 2006, tu te souviens? Son visage s'est décomposé. J'avais tort. Nous avions tort. Regan, s'il te plaît. Tyler est apparu derrière moi, silencieux, les bras croisés. Ma mère l'a vu. Son expression a vacillé. Quelque chose entre la honte et la défiance. Madame Carril, a dit Tyler doucement. Vous devriez partir. J'ai besoin de parler à ma fille. La voix de Rebecca s'est élevée, désespérée. Votre fille vous a dit de partir. Rebecca a continué, précipitamment. Ton père est malade. Il a la maladie de Parkinson. À un stade précoce, mais ça progresse. Les médicaments coûtent 3 000 € par mois. Nous luttons, Regan. Et quand j'ai vu l'article, quand j'ai vu qu'Emma pourrait être prise là-dedans. Tu as vu 10 millions d'euros, ai-je interrompu. C'est ce que tu as vu. Non, j'ai vu ma petite fille subir des pressions pour. Tu n'as pas le droit de la protéger maintenant. Tu as eu 19 ans. 19 anniversaires, 19 Noël, 19 premiers jours d'école. Tu n'étais pas là. Tu as choisi de ne pas être là. J'essaie de réparer mes erreurs. J'ai ri. J'ai littéralement ri. Un rire amer et tranchant. Réparer tes erreurs? Tu ne t'es pas excusé. Tu as juste débarqué quand ça t'arrangeait. Quand il y a de l'argent en jeu. Quand tu peux jouer la grand-mère inquiète pour un public. La voix de Tyler a tranché. Docteur Carril, laissez-moi être très clair. Vous avez dit à Regan qu'elle jetait 4 générations de guérisseurs par la fenêtre pour moi. Vous avez qualifié ma famille de honteuse. Vous avez dit que je n'étais pas à la hauteur de vos standards. Rebecca a commencé à parler. Tyler a continué. Et maintenant, vous voulez votre part de cette disgrâce, parce qu'il y a de l'argent lié à tout ça. Parce que mon père, l'homme que vous avez utilisé comme preuve que je ne valais rien, s'est avéré plus riche que vous. Silence. Partez de mon porche, a dit Tyler. Sans crier, sans colère. Juste de manière définitive. Rebecca s'est tournée vers moi. Regan, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte à nouveau. Je ne t'ai pas fermé la porte au nez, ai-je dit. C'est toi qui m'as exclu. Je ne fais que refermer la porte que tu as laissée ouverte il y a 19 ans. J'ai fermé la porte. Ma mère n'est pas partie. Elle est restée sur le porche, à pleurer. Je pouvais l'entendre à travers la porte. Finalement, elle a dit, assez fort pour que nous l'entendions, les médicaments contre Parkinson de ton père sont en train de nous ruiner. Nous avons des économies, mais elles ne dureront pas éternellement. Et si Emma fait ce don, si cette famille se retrouve liée aux Grayson? Tout le monde le saura. Tout le monde saura que tu les as choisis, eux, plutôt que nous. Comprends-tu ce que cela fera à notre réputation? Tyler a rouvert la porte, brusquement. En colère. Votre réputation, a-t-il répété. C'est de ça qu'il s'agit. Pas du bien-être d'Emma. Pas des sentiments de Regan. Votre réputation. Le visage de Rebecca est devenu rouge. J'ai passé 30 ans à bâtir. Vous avez passé 30 ans à bâtir un mensonge, a dit Tyler. Que vous êtes une bonne mère. Que vous êtes un médecin plein de compassion. Que vous vous souciez de la famille. L'article vient de le révéler. Et maintenant, vous êtes ici à essayer de contrôler le récit. Il a reculé. Partez maintenant, ou j'appelle la police. Rebecca est partie. Elle est montée dans sa Lexus. Toujours aussi chère. Toujours aussi rutilante. Toujours à projeter la réussite. En s'éloignant, elle a baissé sa vitre, et a crié, si Emma donne son rein, cela vous suivra pour toujours. La fille qui a rampé vers cette famille tombée en disgrâce, pour de l'argent. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je n'ai pas répondu, mais j'ai pensé, je les ai choisis il y a 19 ans. C'est juste que tu ne l'avais pas remarqué. 15 octobre 2025, 14 h. OSU. Centre pour l'éthique et les soins de santé. 11e étage, salle de conférence C. Des murs de verre surplombant Portland. La pluie ébranle les fenêtres.
La ville, grise et douce, en contrebas. 7 membres du comité à la table principale, Dr Patricia Morrison, présidente, directrice de l'éthique. Dr David Kumar, chirurgien spécialisé dans les greffes. Lisa Tran, travailleuse sociale. Révérend Michael O'Brien, éthicien communautaire. Juge Sarah Harris, conseillère juridique à la retraite. Maria Gonzalez, infirmière, défenseur des patients. Dr Elliot Marsh, psychiatre. Observateur, 8 étudiants en médecine, en formation éthique. 2 journalistes accrédités. Robert Chen, le défenseur indépendant des donneurs d'Emma. Emma était assise au premier rang, Tyler à sa gauche, moi à sa droite. Sur un écran de 190 cm, Walter Grayson, en direct via Zoom, depuis le centre rénal de Perth. La chambre d'hôpital était visible derrière lui. Le visage émacié. Un cathéter de dialyse dans le cou. Une canule à oxygène. C'était la première fois que Tyler voyait son père en 30 ans. Le docteur Morrison a ouvert la séance. Ce comité d'éthique a été réuni pour évaluer si Emma Grayson peut donner un consentement éclairé et volontaire pour servir de donneur vivant de rein à son grand-père, Walter Grayson. Ceci n'est pas un organe décisionnel. Nous ne pouvons ni forcer Emma à faire un don, ni l'en empêcher. Notre rôle est de nous assurer que son autonomie est protégée. Elle a regardé Emma. Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui, a répondu Emma. Sa voix était assurée. Et on vous a assigné un défenseur indépendant des donneurs, Robert Chen, qui n'a aucune affiliation avec l'OSU ou votre famille, c'est exact? Exact. Alors commençons. Le docteur Morrison s'est adressé à l'écran. Monsieur Grayson, vous avez demandé la possibilité de prendre la parole. La parole est à vous. La voix de Walter était rauque, faible, mais claire. Merci, docteur Morrison. Membre du comité. Emma. Tyler. Il a toussé, a pris une inspiration. J'appelle depuis l'hôpital Sir Charles Gurney de Perth. Je comprends que vous évaluez si ma petite fille peut consentir librement à donner son rein. Je veux être absolument clair. Je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse ce don. J'ai perdu ce droit quand j'ai abandonné Tyler, il y a 30 ans. Les mains de Tyler se sont crispées sur la coudoir. Walter a poursuivi. J'étais un lâche. J'étais un accro. Pas à la drogue, mais à l'idée de réparer mes erreurs en fuyant. J'ai perdu ma licence médicale en 1993, parce que je prescrivais des médicaments à de riches patients en échange d'argent. Pour payer mes dettes de jeu. J'ai détruit ma famille. J'ai détruit ma carrière. Il a fait une pause. J'ai fui en Australie, j'ai reconstruit une fortune dans le conseil pharmaceutique, mais je ne peux pas reconstruire la confiance. Je ne peux pas défaire le fait d'avoir laissé mon fils de 10 ans grandir sans père. Ses yeux, sur l'écran pixelisé mais toujours reconnaissable, ont cherché ceux de Tyler. Tyler. Si tu écoutes, tu méritais mieux. Tu méritais un père qui reste. Qui soit présent. Qui ne choisisse pas la honte plutôt que la responsabilité. Je ne peux pas te donner ça maintenant. Mais je peux te dire que l'homme que tu es devenu. Le père que tu es pour Emma. Ce n'est pas mon ADN. C'est le tien. Silence dans la pièce. Le docteur Morrison a pris la parole. Monsieur Grayson, qu'advient-il de l'héritage si Emma refuse de faire le don? Elle hérite de toute façon, par l'intermédiaire de Tyler. Le trust est irrévocable. Mes avocats peuvent le confirmer. Je suis en paix avec l'idée de mourir. Ce avec quoi je ne suis pas en paix, c'est de ne m'être jamais excusé auprès de mon fils. Cette audience? C'est ce qui s'en rapproche le plus. La juge Harris est intervenue. Pour mémoire, j'ai examiné les documents du trust. Monsieur Grayson a raison. L'héritage n'est pas conditionné par la décision d'Emma concernant le don. Le docteur Morrison a hoché la tête. C'est noté. Monsieur Grayson, merci. Veuillez rester disponible via Zoom. La porte s'est ouverte. Ma mère est entrée. Emma ne s'est pas retournée. La mâchoire de Tyler s'est contractée. J'ai senti de la glace glisser le long de ma colonne vertébrale. Docteur Morrison, a dit ma mère. Il s'agit d'une procédure à huis clos.
Je suis le docteur Rebecca Carril, a-t-elle annoncé d'une voix forte. Chef du service de pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Portland. Je suis la grand-mère maternelle d'Emma, et j'ai des inquiétudes concernant cette procédure. Le visage du docteur Morrison s'est durci. Docteur Carril, à moins que vous n'ayez des informations directement pertinentes quant à la capacité médicale d'Emma à consentir, je vais vous demander de partir. J'ai des inquiétudes concernant une coercition, a dit Rebecca, en s'avançant vers l'avant de la pièce. Emma a 19 ans. Techniquement une adulte, mais sur le plan neurologique, son cortex préfrontal ne sera pleinement développé qu'à 25 ans. Elle est en pré-médecine, ce qui signifie qu'elle a été socialisée pour croire que les médecins sauvent des vies. À tout prix. L'incitation financière de 10 millions d'euros crée une pression inadmissible. Elle s'est tournée vers le comité. Et franchement, la communauté médicale ne devrait pas cautionner un système où des membres de la famille éloignée peuvent essentiellement acheter des organes, par le biais de montage d'héritage. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Vous ne savez pas comment m'appeler autrement, a dit Emma. Vous n'êtes plus ma grand-mère depuis 19 ans. Vous n'avez pas le droit d'être ma grand-mère aujourd'hui, parce qu'il y a de l'argent ou la presse d'impliquer. La bouche de Rebecca s'est ouverte. Emma a continué. Vous voulez parler de socialisation médicale? Je suis en médecine, parce que ma mère m'a montré qu'on peut travailler dans la santé sans être cruel. Elle code des interventions chirurgicales pour que les patients ne fassent pas faillite. Ça, c'est aussi de la guérison. La voix d'Emma restait calme, clinique. Vous parlez de coercition. Vous avez mis ma mère à la rue quand elle était enceinte de moi. Vous avez refusé de me rencontrer. Vous lui avez dit qu'elle n'avait plus de fille. La seule pression que je ressens vient de personnes qui pensent être propriétaires de mes choix. Des personnes comme vous. La pièce était silencieuse. Le visage de Rebecca était devenu pâle. La juge Harris a parlé doucement. Docteur Carril, à moins que vous n'ayez des informations directement pertinentes concernant la capacité médicale d'Emma, veuillez vous abstenir de tout autre commentaire. Rebecca s'est assise au dernier rang. Elle n'a plus parlé. Le docteur Elliot Marsh a ouvert un dossier. J'ai mené une évaluation psychologique de 90 minutes d'Emma Grayson, le 12 octobre. C'est une évaluation standard pour les candidats au don du vivant. Il a lu ses notes. Capacité cognitive intacte. Emma démontre une compréhension avancée des risques médicaux, y compris le risque de mortalité, le risque de maladie rénale à long terme, et les complications de grossesse. Dépistage de la coercition. Aucune preuve de pression familiale. Emma rapporte que ses parents lui ont explicitement dit, je cite, « C'est ton choix, pas de jugement ». Elle se sent soutenue, quelle que soit sa décision. Évaluation du motif financier. Emma est consciente de l'héritage. Lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet, elle a déclaré « Je ne prends pas de décision médicale en fonction de l'argent. Si c'était le cas, je ferais probablement le don pour 10 millions d'euros. Mais je pourrais ne pas le faire. C'est ça, le point. » Le docteur Marsh a levé les yeux. Préparation psychologique. Emma est partagée. De manière appropriée. Elle pèse des facteurs éthiques complexes, les obligations familiales, l'autonomie corporelle, le risque de mortalité, la santé à long terme. Il s'agit d'une prise de décision saine, pas d'un dysfonctionnement. Il a fermé le dossier. Mon avis clinique, Emma Grayson a la pleine capacité de consentir, ou de refuser, le don. Elle n'a pas besoin de conseils supplémentaires, à moins qu'elle ne le demande. Le docteur Morrison s'est tourné vers Emma. Emma. Vous avez entendu le témoignage de votre grand-père, de votre grand-mère, et l'évaluation du docteur Marsh. Le rôle de ce comité n'est pas de vous dire quoi décider. Il est de s'assurer que vous êtes libre de décider. Vous sentez-vous libre de faire ce choix? Emma a pris une inspiration. Je me sens observée. Mais libre? Je me sentirai libre quand tout le monde se mêlera de ses affaires, et me laissera prendre une décision, sans en faire un débat éthique national. Quelques rires épars parmi les étudiants en médecine. Le docteur Morrison a souri légèrement. C'est compris. Emma, avant de conclure, avez-vous quelque chose à ajouter? En fait, a dit Emma, oui. J'ai levé la main. Docteur Morrison, puis-je prendre la parole? Elle a paru surprise. Madame Arden, vous n'êtes pas une partie requise à cette audience. Je sais,
mais j'ai des informations pertinentes quant à la question de la pression externe exercée sur Emma. Plus précisément, sur qui a réellement fait pression sur elle. Le docteur Morrison a réfléchi. Procédé. Je me suis levé, j'ai sorti un dossier que j'avais préparé, et j'en ai remis des copies au greffier du comité, qui les a distribuées. Je souhaite soumettre des preuves. Document 1. Email du 18 juillet 2006. Il a été projeté sur l'écran pour que tout le monde puisse le voir. De Regan Carrill au docteur Jonathan Carrill. Objet, s'il vous plaît. Maman? Papa. Emma doit naître le 12 août. L'échographie montre qu'elle est en bonne santé. Tyler a été promu compagnon électricien. Nous avons trouvé un petit appartement dans les quartiers. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de rencontrer votre petite fille. Juste une fois. S'il vous plaît. Regan. Réponse de Patricia Henderson, assistante de direction, à Regan Carrill. Envoyé le 19 juillet 2006, à 8h02. Le docteur et le docteur Carrill m'ont demandé de vous informer qu'ils n'ont pas de petite fille. Veuillez ne plus contacter cette adresse email. Silence dans la pièce. J'ai continué. Mes parents n'ont eu aucun contact avec Emma pendant 19 ans. Pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, aucune reconnaissance de son existence. Document 2. L'article de l'Oregonian, 8 octobre 2025. Section surlignée, ajoutant une autre dimension à l'affaire, les grands-parents maternels d'Emma, les docteurs Jonathan et Rebecca Carrill, d'éminents médecins de Portland, n'ont pas pu être joints pour un commentaire. Ils n'avaient aucun commentaire à faire, ai-je précisé, jusqu'à ce qu'ils voient les mots trust de 10 millions d'euros. Document 3. Capture d'écran de SMS. 9 octobre 2025. De Rebecca Carrill à Regan Arden, envoyé à 19h42. Nous devrions discuter de la décision d'Emma en famille. Ton père et moi avons une expertise médicale qui pourrait la guider. De Regan Arden à Rebecca Carrill. Envoyé à 19h45. Vous n'êtes pas la famille. Vous l'avez clairement fait comprendre il y a 19 ans. Document 4. Dossier médical, novembre 2006. Visite aux urgences. Hôpital Legacy Emmanuel. Patiente, Regan Carrill, femme, 19 ans, enceinte de 7 mois. Motif de consultation. Crampes abdominales induites par le stress. Antécédents sociaux, récemment expulsé du domicile familial, vit dans un véhicule. Aucun soutien familial. Diagnostic, contraction de Braxton X. Stress sévère. J'ai regardé le comité. J'étais enceinte de 7 mois, je vivais dans le pick-up de Tyler. J'ai eu des contractions induites par le stress. L'assistante sociale des urgences m'a demandé si j'avais un soutien familial. J'ai dit non. Ma voix restait calme. Factuel. Mes parents sont des médecins qui ont abandonné une patiente. Leur fille. Walter Grayson est un médecin en disgrâce qui essaie de s'excuser. Je ne pardonne à aucun d'eux. Mais un seul d'entre eux est honnête sur ce qu'il est. Rebecca, au dernier rang, avait la tête baissée et pleurait en silence. Le docteur Morrison a regardé les documents, puis m'a regardé. Madame Arden, merci pour ce contexte. C'est éclairant. Elle s'est tournée vers le comité. Des questions pour Madame Arden? Silence. Alors, passons à la déclaration d'Emma. Le docteur Morrison s'est adressé directement à Emma. Emma, vous avez reçu le feu vert sur le plan médical, et sur le plan psychologique. Ce comité conclut que vous avez l'entière capacité de prendre cette décision, sans coercition. La question est simple, consentez-vous à faire don de votre rein à Walter Grayson? Emma s'est levée, a regardé le comité, Walter sur l'écran, puis Tyler et moi. Ensuite, elle a parlé. Non. Une pause. Pour laisser atterrir le mot. Pas à cause de l'argent. Pas à cause de mes grands-parents. Ni les uns ni les autres. Mais parce que j'ai 19 ans, que je veux avoir des enfants un jour, que je veux finir mes études de médecine, et que je veux savoir que si mon rein lâche un jour, j'ai une solution de secours. Sa voix était assurée, claire. Je veux être un médecin qui sauve des vies. Mais je ne peux pas sauver tout le monde, et je ne devrais pas avoir à détruire mon propre corps pour prouver ma compassion.
Elle a regardé l'écran, vers Walter. Walter, je suis désolé. J'espère que vous trouverez un autre donneur. Mais ce ne sera pas moi. Tyler s'est levé, et a serré Emma très fort dans ses bras. J'ai pressé sa main et j'ai murmuré, « Je suis fier de toi. » À l'écran, Walter a hoché lentement la tête. Ses yeux étaient humides. Merci de l'avoir envisagé, Emma. C'est plus que ce que je méritais. Le docteur Morrison s'est levé. Ce comité conclut qu'Emma Grayson a pris une décision éclairée et volontaire de refuser le don. Son autonomie est affirmée. Cette audience est levée. Alors que les gens sortaient, un journaliste s'est approché d'Emma. Puis-je vous citer pour un article de suivi? Emma l'a regardé, épuisée mais ferme. Seulement si vous citez ceci, mon corps, mon choix. Fin de l'histoire. 15 octobre, 16h30. Sur l'autoroute I-5 Sud, en rentrant de l'audience. Tyler conduisait. J'étais sur le siège passager. Emma à l'arrière, des écouteurs sur les oreilles, regardant par la fenêtre. Nous n'avons pas parlé pendant 20 minutes. Finalement, Tyler a rompu le silence. Tu vas bien, Em? Emma a retiré un écouteur. Je crois. J'attends de me sentir coupable. Mais je me sens juste fatigué. La culpabilité, c'est ce que les autres essaient de te faire porter, ai-je dit. Tu n'as pas à la porter. Pensez-vous que Walter me déteste? Tyler a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Non. Je pense qu'il comprend exactement ce que c'est que de faire un choix difficile, et de vivre avec. Emma a hoché la tête, et a remis son écouteur. Mon téléphone a vibré. Email d'Ashworth & Klein. Madame Arden, Monsieur Grayson m'a demandé de transmettre un message à Emma. Merci pour votre honnêteté. L'héritage se poursuit comme prévu. Sans condition, sans ressentiment. Respectueusement, Jonathan Ashworth. Je l'ai montré à Tyler. Il l'a lu, a hoché la tête une fois. Nous avons fait le reste de la route en silence. 17 octobre. L'Oregonian a publié un suivi. Elle a dit non, une adolescente de l'Oregon refuse la demande de greffe de son grand-père milliardaire. Par Michael Torres. Dans une décision qui remet en question les récits conventionnels sur l'obligation familiale, Emma Grayson, 19 ans, a refusé de donner un rein à son grand-père, Walter Grayson, dont elle est séparée, bien qu'elle soit un excellent choix médical. Mon corps, mon choix, fin de l'histoire, a déclaré Emma à notre reporter après l'audience du comité d'éthique de l'OSU mardi. Cette décision, bien que surprenante pour certains, a été saluée par des experts en éthique médicale comme une puissante affirmation de l'autonomie corporelle. L'article était juste, équilibré. Il incluait des citations du comité d'éthique affirmant la capacité d'Emma, mentionnait l'interruption de Rebecca, et met épreuve. Vues, 1,8 million. Moins que le premier article, mais plus de partages. La réaction du public a changé. Commentaire Reddit, 45 000 votes positifs, elle a 19 ans et vient d'apprendre à l'establishment médical que non est une phrase complète. C'est plus impressionnant que n'importe quel don de rein. Fil Twitter d'un professeur de bioéthique, 200 000 j'aime, le cas d'Emma Grayson sera enseigné dans les cours d'éthique médicale pendant des décennies. L'autonomie corporelle n'est pas conditionnelle à la richesse, aux liens familiaux, ou à l'opinion publique. Elle l'a compris à 19 ans. La plupart des gens ne le comprennent jamais. Revue féministe, autoconservation radicale, ce qu'Emma Grayson nous a appris sur le corps des femmes et l'autonomie médicale. Emma a publié une fois sur Instagram, premier post en 2 semaines. Je ne suis pas un gros titre. Je suis une étudiante. S'il vous plaît, laissez-moi étudier en paix. Les commentaires étaient massivement encourageants. Elle a éteint son téléphone après ça, et retourné à l'Oregon State, a rattrapé les cours qu'elle avait manqués, a passé ses examens de mi-semestre, et n'a eu que des A 20 octobre. Ma mère m'a envoyé un SMS. Rebecca, Regan, s'il te plaît, on peut se parler? Pas au sujet de Walter. Au sujet de nous. Moi, il n'y a pas de nous. Il n'y en a pas eu depuis 19 ans. Rebecca, j'ai fait une erreur. Ton père est malade. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Moi, tu as eu 19 ans. Emma a eu 19 anniversaires, 19 Noël, 19 premiers jours d'école. Tu as choisi de ne pas être là.
N'utilise pas le Parkinson de papa comme une arme pour me culpabiliser maintenant. Rebecca, j'essaie de réparer mes erreurs. Moi, réparer ses erreurs exige de prendre ses responsabilités. Tu ne t'es pas excusé. Tu as juste débarqué quand ça t'arrangeait. Rebecca, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte à nouveau. Moi, je ne t'ai pas fermé la porte au nez. C'est toi qui m'as exclu. Je ne fais que refermer la porte que tu as laissée ouverte. J'ai bloqué son numéro, bloqué son adresse email, bloqué ses comptes sur toutes les plateformes auxquelles j'ai pu penser. Tyler a fait de même. Emma l'a gardé débloqué. En cas d'urgence, a-t-elle dit. Mais en sourdine. Pas de notification. Emma m'a demandé plus tard, tu penses que tu leur reparleras un jour? J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne leur dois pas mon pardon, juste parce qu'ils ont enfin réalisé ce qu'ils avaient perdu. C'est juste, a dit Emma. Novembre 2025. La santé de Walter a décliné rapidement. Les avocats nous ont tenus informés, professionnels, distants, respectueux de nos limites. 15 décembre. Email d'Ashworth & Klein. Tyler, le pronostic de Monsieur Grayson se compte désormais en semaines, et non en mois. Il reste sur la liste d'attente pour une greffe australienne, mais étant donné la détérioration de son état, il est peu probable de trouver un donneur à temps. Il m'a demandé de vous transmettre ceci, merci d'avoir écouté. C'est tout ce dont j'avais besoin. Nous vous informerons de tout changement. 28 décembre. Un autre email. Tyler, Monsieur Grayson dicte ce message, car ses mains ne sont plus assez stables pour taper. Il y avait un mémo vocal, converti en texte en pièces jointes. Tyler, je n'en ai plus pour longtemps. Je veux que tu saches qu'Emma a fait le bon choix. Je suis soulagé qu'elle ait dit non. Pas parce que je voulais mourir, mais parce que je ne voulais pas qu'elle me porte pour le reste de sa vie. Elle mérite d'être légère. L'argent est à toi. Utilise-le comme tu veux. J'espère qu'une partie ira à l'école de médecine d'Emma. Pas parce qu'elle me doit quoi que ce soit, mais parce qu'elle est déjà une meilleure guérisseuse que je ne l'ai jamais été, et qu'elle n'a même pas encore commencé. Je suis désolé de ne pas avoir été ton père. Tu es devenu un homme bien meilleur sans moi, que tu ne l'aurais jamais été avec moi. Walter. Tyler l'a lu seul dans le garage, dans son atelier. L'endroit où il allait pour réfléchir. Je l'y ai trouvé 1 heure plus tard. Il avait pleuré. Ses outils étaient étalés sur l'établi, intacts. Il a raison, a dit Tyler doucement. Emma a fait le bon choix. Je me suis assise à côté de lui. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas content qu'il meure, a poursuivi Tyler. Mais je suis content qu'elle ait dit non, parce qu'elle s'est choisie, elle. Et c'est ce que j'essaie de lui apprendre depuis qu'elle est née. Qu'elle compte. Qu'elle est suffisante. Qu'elle n'a pas à se sacrifier pour prouver sa valeur. Il s'est essuyé les yeux. Elle l'a appris. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. 15 janvier 2026. Walter Kenneth Grayson est décédé à Perth. Âge, 66 ans. Cause du décès, complication d'une insuffisance rénale terminale. Les avocats nous ont prévenus par email. Professionnel, bref, sans mélodrame. 20 janvier 2026. L'héritage a été traité. 10,2 millions d'euros américains transférés à Tyler James Grayson. Pas de conditions, pas de contestation. Le trust comprenait une note, ceci n'est pas un paiement. C'est une excuse. Février 2026. Nous étions assis à la table de la cuisine. La même table où nous avions eu la première conversation sur Walter. Tyler a étalé les documents financiers, le résumé de la succession, les relevés bancaires, les comptes d'investissement. On doit décider quoi faire de ça, a-t-il dit. Je l'ai regardé. C'est ton héritage. C'est ton choix. C'est notre famille, a dit Tyler. Notre choix. Emma, rentrée de l'Oregon State pour le week-end, a hoché la tête. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tyler y avait déjà réfléchi. Bien sûr qu'il y avait pensé. Je veux m'assurer que tu n'auras jamais à choisir entre tes études de médecine et l'endettement. Et je veux aider les gens qui se sont fait jeter à la rue, comme ça a été le cas pour ta mère. Nous avons élaboré un plan. Fonds d'études d'Emma, 500 000 euros.
couvre la licence, la fac de médecine et les frais de subsistance. Pas de prêt. Pas de dette. La liberté. Expansion de Grayson Electric, 1 million d'euros. Embaucher 5 électriciens supplémentaires. Se concentrer sur les logements sociaux. Refaire l'électricité des vieilles maisons, pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer pour des mises aux normes de sécurité. Tarif dégressif. Personne n'est refusé. Fonds familial de la seconde chance, 2 millions d'euros. Des subventions pour les jeunes parents reniés par leur famille. Caution pour le logement, facture médicale, garde d'enfants, éducation. Sans condition. Fonds d'urgence, 1 million d'euros. Sécurité familiale, frais médicaux, imprévus de la vie. Don de bienfaisance, 3 millions d'euros. Répartis entre la recherche sur les transplantations de l'ossu, le soutien aux familles d'accueil, et le plaidoyer pour l'expansion du plan de santé de l'Oregon. Investissement épargne, 2,7 millions d'euros. Sécurité à long terme. Pour les futurs enfants d'Emma. Pour la retraite de Tyler. La première bénéficiaire du fonds familial de la seconde chance fut une jeune femme de 22 ans nommée Ashley, enceinte, et mise à la rue par des parents religieux, parce qu'elle refusait de faire adopter son bébé. Elle a posé sa candidature après avoir lu l'histoire d'Emma. Elle a écrit « Votre famille m'a montré que l'amour ne nécessite pas d'ADN. Je veux prouver ça à mon bébé, moi aussi. » Subvention de 15 000 euros. Premier mois de loyer, dépôt de garantie, affaire pour le bébé, facture médicale. Tyler l'a rencontré une fois, et lui a remis le chèque. Elle a pleuré. « Vous n'avez pas à me remercier, » a dit Tyler. « Soyez juste le parent que vous auriez aimé avoir. » Mars 2026. Emma est retournée à l'Oregon State. La vie sur le campus s'était calmée. L'actualité était passée à autre chose. Elle était redevenue une étudiante en médecine ordinaire, pour l'essentiel. Son professeur de bioéthique lui a demandé de donner une conférence sur son expérience personnelle de la prise de décision médicale sous l'œil du public. Emma a refusé. « Je préfère écrire à ce sujet, plutôt qu'en parler. » Elle a écrit un essai à la place, pour son cours d'éthique 301. Le sujet, décrivez une fois où vous avez pris une décision éthique controversée. La phrase d'ouverture d'Emma, j'ai dit non à mon grand-père mourant. Le monde a appelé ça de l'égoïsme. Moi, j'appelle ça de la survie. Les deux peuvent être vrais. Elle a obtenu un A+. Le professeur a demandé à le soumettre à la section étudiante du Journal of Medical Ethics. Emma a dit oui. Été 2026. Emma a postulé pour un stage au comité d'éthique de l'OSU. Un poste rémunéré et très convoité. Elle l'a obtenu. Son premier jour, le docteur Patricia Morrison, la femme qui avait présidé la propre audition d'Emma, lui a serré la main. « Je suis contente que vous soyez là », a dit le docteur Morrison. « Nous avons besoin de personnes qui comprennent que dire non est tout aussi important que dire oui. » Emma a souri. « C'est ce que je veux enseigner aux médecins. Que les patients ont le droit de refuser, même à leur famille, même quand c'est difficile. » Bien, a dit le docteur Morrison. Commencez par assister en observatrice à l'évaluation d'un donneur, la semaine prochaine. Voyez si vous pouvez repérer les signaux d'alarme indiquant une coercition. Emma prenait déjà des notes. Avril 2026. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché la notice nécrologique de Walter Grayson sur Google. Je l'ai trouvée. La page commémorative en ligne des Jardins du Souvenir de Perth. Des photos de Walter. Jeune. Sa remise de diplôme de médecine en 1985. Entre deux âges. En Australie, acceptant une récompense commerciale en 2010. Vieux. Photo récente. Mince et fatigué. Un livre d'or. Les gens avaient laissé des messages. Brillant consultant. Un négociateur redoutable. Un mentor généreux. Walter m'a aidé à bâtir ma société de distribution pharmaceutique. Je lui dois tout. Un homme complexe, imparfait, mais honnête quant à ses défauts. J'ai fait défiler la page jusqu'en bas, j'ai cliqué sur « Laisser un message » et j'ai tapé « Walter. Je ne vous ai jamais rencontré. Vous avez blessé mon mari, d'une manière que je ne comprendrai jamais totalement. Mais vous nous avez aussi donné quelque chose d'inattendu. La vérité.
Vous n'avez pas prétendu que l'argent effaçait vos erreurs. Vous n'avez pas exigé de pardon. Vous avez laissé Emma dire non. C'est plus de respect que ce que mes propres parents ne m'ont jamais accordé. Je ne vous pardonne pas d'avoir abandonné Tyler, mais je respecte le fait que vous n'ayez pas abandonné vos excuses. Reposez en paix. Regan Arden. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne l'ai jamais dit à Tyler. 3 mois plus tard, Tyler a mentionné qu'il avait visité la page commémorative. J'ai vu ton message, a-t-il dit. Je me suis figé. Je suis désolé. J'aurais dû te demander. Non, m'a interrompu Tyler. C'était bien. Vrai. Juste. Il a fait une pause. Je ne lui pardonne pas non plus. Mais je suis content que tu aies écrit ça. C'est plus que ce qu'il méritait. Ce qui, je suppose, est le but de la grâce. 18 avril 2026, 19h30. Emma était à la maison pour les vacances de printemps. C'était sa dernière nuit avant de retourner à l'Oregon State. Tyler a cuisiné des lasagnes, sa spécialité. La cuisine sentait l'ail, le basilic, et le foyer. Emma a aidé à faire la vaisselle. Je les ai regardés. Cette famille que nous avions bâtie. Emma s'est tournée vers moi, en essuyant une assiette. Maman, je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que tu regrettes d'avoir choisi papa plutôt que tes parents? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je regrette qu'il m'ait obligé à choisir, ai-je dit finalement. C'est différent. Différent comment? Le regret ne porte pas sur le choix que j'ai fait. Il porte sur le choix qu'ils m'ont imposé. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la dignité. J'ai choisi un partenaire qui s'est montré présent. Je ne regrette pas ça. Je regrette que mes parents n'aient pas pu voir au-delà de leur fierté. Emma a hoché lentement la tête. Penses-tu qu'ils s'excuseront un jour? Jean, de vraies excuses? Je ne sais pas, ai-je répondu, mais je ne vais pas attendre dans mon coin pour le découvrir. Tyler, depuis la cuisinière, a lancé, vous deux, vous êtes ma famille. C'est suffisant. Emma a souri. C'est bizarre que je n'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Jean, je sais que je devrais avoir envie d'avoir des grands-parents, mais... Tu as eu tout ce dont tu avais besoin, ai-je dit. L'amour, ce n'est pas une question de biologie. C'est une question de présence. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma se soit couchée, Tyler et moi nous sommes assis sur le porche. La pluie tombait. Un printemps classique de Portland. On s'en est bien sorti, pas vrai, a demandé Tyler. On s'en est mieux que bien sorti. Nous avons bâti quelque chose qu'ils ne pouvaient pas détruire. Emma va être un médecin incroyable. Elle l'est déjà. Elle n'a juste pas encore le diplôme. Tyler a pris ma main. La chaleur des callosités d'un électricien. Nous sommes restés assis en silence, à écouter la pluie. Les gens me demandent si j'ai des regrets. Voici ce que je regrette. Je regrette que mes parents n'aient pas pu voir au-delà de leur fierté. Je regrette que Walter ait attendu 30 ans pour s'excuser. Je regrette qu'Emma ait eu à faire un choix qu'aucune jeune fille de 19 ans ne devrait avoir à affronter. Mais je ne regrette pas Tyler. Je ne regrette pas Emma. Je ne regrette pas d'avoir dit non à des gens qui ne m'accordaient de la valeur que lorsque je leur étais utile. Mes parents m'ont appris que la famille est une question de lignée. Tyler m'a appris que la famille, c'est de répondre présent. Et Emma. Emma m'a appris que dire non, même quand le monde entier vous regarde, est la forme la plus puissante de respect de soi. Je m'appelle Regan Arden. J'ai 38 ans, et je n'ai pas parlé à mes parents depuis 19 ans. Je le vis bien. Nous le vivons tous très bien.